16h53 de retour sur All. De mieux pour emballer cette journée et ce plateau que de parler de la filière papier-carton. Je vous le demande. Une parfaite illustration de l'économie circulaire au service d'une consommation éco-responsable. Un sujet comme on les aime, en fait, avec nos intervenants en plateau. Bertrand Arnault, vous êtes président de Cofepac, le comité français de l'emballage papier-carton, et vous êtes aussi président de Carton Ondulé de France. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. En face de vous, Julien Zé, vous êtes délégué général adjoint de la Fédération française du cartonnage et des articles de papeterie, la FFCP. C'est ça. Bonjour à vous et Bonjour. bienvenue. Alors Monsieur Arnault, on commence avec vous. Vous fédérez depuis la création de Cofepac, c'était en 1992, l'ensemble des acteurs de cette filière. Tout à fait, tout à fait. Depuis effectivement sa création, Cofepac, à travers leur organisation professionnelle représentative, rassemble l'ensemble des acteurs de la filière d'emballage papier-carton, avec d'une part, au niveau de l'amont, je dirais les producteurs du matériau lui-même, hein, le papier ou les cartons, et puis en aval, tous les transformateurs qui, à partir de ce matériau papier-carton, vont en faire soit des emballages souples, comme les sacs par exemple, ou les papiers de pliage, ou des emballages un peu plus rigides, comme les emballages en carton ondulé, les emballages en carton plat, les briques alimentaires, les tubes, les gobelets, et jusqu'à la cellulose moulée. C'est tellement vaste qu'on a du mal à en faire le Si vous tour. permettez, je voudrais juste préciser une chose au niveau de Cofepac, c'est que Cofepac est aussi membre du mouvement intersecteur papier-carton, qui est une instance qui s'est créée début 2015 pour rassembler en France toutes les activités industrielles et commerciales de la branche de cette branche-là. Et en quelque sorte, Cofepac, à l'intérieur du mouvement intersecteur papier-carton, représente la branche emballage. Est-ce que vous pouvez nous dresser le paysage un petit peu économique de cette filière? Qu'est-ce que représente l'emballage papier-carton dans l'ensemble du monde de l'emballage? Alors, au niveau poids économique, cette filière rassemble à travers, donc, comme j'ai dit, toutes ces fédérations, 540 entreprises. 540 en France. En France, hein, on parle bien de la France. 680 sites de production. Rassemble aussi et fait travailler plus de 40 000 salariés, donc ça commence déjà aussi à être un poids social important. Et puis nous fabriquons et nous transformons plus de 4,3 millions de tonnes de papier-carton en France. Je pense que c'est le secteur d'ailleurs le plus fortement utilisateur de ce matériau papier-carton. Et l'ensemble de cette filière réalise un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros. Hein, alors, la place du papier-carton à l'intérieur de l'emballage, c'est une place primordiale, on va dire. Hein. Ce matériau, c'est un peu le matériau leader. Enfin, nous le considérons comme un matériau leader dans le domaine de l'emballage. Et quelle est la part de marché sur l'ensemble des matériaux d'emballage? 39% si on raisonne en tonnage. Hein, 39%, ce qui est important. En volume. En volume, voilà. Sachant que dans cette activité, on a, à travers les différents produits que j'ai évoqués, toujours à peu près la même proportion, avec le carton ondulé qui représente à peu près 65% de ce volume, 22% pour le carton plat, 12% pour tout ce qui est emballage à partir de papier, donc les sacs, etc., et 1% pour la cellulose moulée. Quels sont les principaux usages des emballages carton? Vous en avez cité quelques-uns en introduction, mais c'est absolument universel. Oui, c'est assez compliqué de dire les principaux usages parce que... Alors on peut dire peut-être entre industriel et ménager? Alors entre industriel et ménager, la répartition reste fortement dans le domaine industriel et emballage logistique transport, puisque ça représente à peu près 80% du volume de l'emballage de carton. Et on a à peu près 20% qui va dans les emballages pour produits ménagers. Alors ça explique aussi peut-être parfois un petit peu le sentiment que notre matériau n'est pas aussi présent que ça dans le monde de l'emballage, dans la mesure où il est plus peut-être tourné dans l'industriel que dans le grand public. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que notre activité et l'utilisation de ce matériau d'emballage papier-carton est très dépendant du tissu industriel français. Ah bah je le verrais comme un atout. Moi je dirais que ça c'est très localisé finalement. Et effectivement c'est très localisé. Ça fait partie des grands atouts que nous pouvons apporter d'ailleurs à l'économie de notre pays. Mais bien sûr nous avons besoin des produits pour les emballer. Donc automatiquement la dynamique de notre filière dépend beaucoup de ce tissu industriel avec... Il faut le reconnaître pour la France, un point fort qui est l'agroalimentaire, puisque cette application, ce domaine de l'utilisation de nos emballages est fort, puisqu'il représente plus de 56% de l'emballage papier-carton.
Et je dirais un autre domaine aussi qui influe beaucoup sur nos activités, c'est bien sûr les modes de consommation et les modes de distribution. Le e-commerce. Et le e-commerce notamment. C'est du pain béni pour vous, hein, effectivement. Heureusement qu'on a, je dirais, ces nouvelles dynamiques qui compensent un petit peu, malheureusement, la désindustrialisation dont un petit peu souffre notre filière depuis quelques années. Et pas seulement votre filière. Et pas seulement notre filière. Je voudrais que maintenant vous nous fassiez un peu rêver parce que, vous l'avez dit, le papier carton, on ne le connaît pas trop. Mais est-ce que vous innovez et quelles sont ces innovations ? Alors, je dirais, l'innovation, elle est un petit peu au cœur de notre métier au niveau du quotidien, hein, dans la mesure où, en plus, je dirais, beaucoup de nos emballages sont des emballages qui sont faits sur mesure, et donc nos bureaux d'études ont l'habitude depuis toujours, hein, de faire de l'innovation. Mais au-delà de cette innovation pour la conception des emballages, on a aussi d'autres types d'innovations, hein, qui se font jour et qui se développent beaucoup à l'intérieur de nos métiers. Déjà avec un premier secteur qui est comment innover pour aider nos clients à bien concevoir leurs emballages. Et là, on a un certain nombre d'outils. C'est une innovation de type logiciel, peut-être. Alors, c'est des innovations de type logiciel, conception. Il y a beaucoup de numérique qui va intervenir là-dedans. C'est aussi le travail et l'exploitation de toutes les expériences acquises par nos entreprises. Et puis, on a aussi beaucoup d'innovations au niveau de tout ce qui touche la partie logistique. La partie, tout ce qui peut toucher la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup aussi d'innovation pour faciliter les usages et multiplier les usages qu'apportent nos emballages au niveau du consommateur. Et puis aussi dans tout ce qui peut être amélioration de la fin de vie de nos emballages, puisque comme leur recyclabilité, vous l'avez dit tout de vous-même, voilà, la recyclabilité est un point fort de notre matériau. On va y venir à ces innovations concrètes avec vous, Julien Zé. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc quelques innovations pour accompagner les clients ? Alors les animations dans ce domaine sont vraiment multiples, mais bon, on est sur effectivement l'aspect réalité augmentée et monde connecté. Donc rapprochez le micro, hein, pour qu'on vous entende. Donc vous parliez de réalité augmentée et de monde connecté. De monde connecté, tout à fait. Donc on va plutôt vous donner deux exemples dans ces domaines-là. Le premier exemple, c'est un exemple de rayon virtuel qui permet dès la conception de l'emballage de se rendre compte finalement de sa pertinence en marketing et de la pertinence du graphisme qui a été utilisé et qui a été choisi dès la phase de conception. Donc on a un exemple notamment ici où on se rend compte de la vie de l'emballage finalement en 3D et on arrive effectivement à définir et avoir un retour d'expérience sur comment améliorer le visuel et finalement est-ce que le graphisme est pertinent. Un des deuxièmes aspects. C'est un premier exemple effectivement que l'on trouve en grande distribution aujourd'hui. Oui, chez tous les fabricants d'emballage, c'est une solution qui est assez développée. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle l'eye tracking. Donc c'est une technologie qui permet de suivre où le regard se pose sur un emballage. Donc là, on a un exemple concret dans la présentation. Alors il faut avoir des lunettes aussi. Hein. Il faut avoir des lunettes connectées. Tout à fait. Il faut avoir des lunettes pas adaptées. Pas encore. Ouais. Et ça permet effectivement, encore une fois, de se rendre compte si les informations sont bien mises en place sur l'emballage au bon endroit et si l'emplacement est pertinent. Donc après, ça permet de revoir l'emplacement de l'information sur l'emballage. Ah d'accord, ça c'est de l'analyse effectivement tout marketing, hein, très précisément. Voilà. Tout à fait. Donc au-delà de ces aspects accompagnement pur, comme je pourrais le dire, il existe aussi une nouvelle solution qu'on propose à nos clients, notamment via l'impression numérique et un nouveau système technologique d'impression qui s'est mis de plus en plus en place chez nos membres et chez l'ensemble de l'industrie de l'emballage. De l'industrie, bien sûr. Oui, tout à fait. Et ça permet de créer des emballages à court tirage et avec une multitude de visuels divers. Quand on appelle court tirage, c'est des séries assez petites finalement. Qui vont jusqu'à 30 000 exemplaires, je dirais. Voilà, c'est ça, d'accord. Qui permettent d'alimenter des modes de consommation de type rayon virtuel ou pour des opérations spéciales. Alors si on revient aux fonctionnalités premières, primordiales de l'emballage, que sont finalement protéger et transporter, Bertrand Arnault, est-ce que vous pouvez nous illustrer l'innovation dans ces deux fonctions ? Alors effectivement, elles sont assez variées. Je vais simplement rajouter une fonctionnalité de base, qui est le regroupage. Hein, le regroupement d'abord, et la protection et le transport. Mais effectivement, dans ce domaine-là, on a pas mal d'innovations et les nouveaux modes de commercialisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, ont une influence dans ces évolutions-là. On parlait du e-commerce et notamment dans ce domaine-là, cette
pratique pose un certain nombre de nouvelles questions, ou plutôt de les pose de façon encore plus aiguë, notamment sur l'ouverture du colis, qui doit être facile pour celui qui va recevoir son colis, mais aussi qui doit être qui doit apporter des garanties d'inviolabilité oui, pour l'ensemble du transport. Facile, mais c'est compliqué de faire facile. Voilà, donc il y a une ambiguïté à trouver. Il y a l'adaptabilité à trouver aussi, parce que généralement les gens qui pratiquent le e-commerce ont des produits très très variés, emballés avec un nombre limité de références. Et donc là, il y a à trouver la variabilité pour qu'il n'y ait pas du suremballage, on va dire. Il y a aussi maintenant de plus en plus de la part des gens qui pratiquent le e-commerce la recherche de l'effet waouh à l'ouverture. C'est-à-dire qu'on veut que l'emballage soit un peu neutre à l'extérieur, mais que quand on l'ouvre, ça fasse un effet waouh. Voilà. En ouvrant bien large et on dit, la bouche. Oui. J'étais content d'acheter ce. On en reviendra, ne vous inquiétez pas. Et puis il y a aussi de plus en plus les possibilités avec l'emballage que l'on reçoit, de pouvoir gérer les retours lorsqu'il y a besoin de retour. Et puis il y a la fonction sur le stockage et le transport ensuite. Et puis voilà, une simplicité pour le conditionneur. Alors, dans le domaine transport, il y a aussi un certain nombre de soucis, notamment au niveau des sécurités et de la traçabilité. Et là, je dirais, il y a beaucoup d'innovations qui se font en utilisant les tags RFID, notamment, ou en intégrant des puces NFC invisibles dans l'emballage. On en a parlé tout à l'heure. On a reçu quelqu'un de très intéressant sur ce plateau à ce sujet. D'accord. Voilà. Vous voyez, comme quoi c'est tout à fait d'actualité. Oui, absolument. Et puis, la lutte C'était la Fédération nationale du papier. Voilà. Avec le papier, oui. On en fait des belles choses aussi. Et là, il y a énormément d'innovations sur ce matériau qui permet notamment, avec un certain nombre de nouvelles technologies, d'électronique imprimée, etc., de donner des fonctionnalités, notamment pour répondre à la lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon, bien sûr. Et là, on voit dans la diapo suivante aussi. Beaucoup de choses qui peuvent être tout à fait remarquables pour faciliter justement cette lutte contre la contrefaçon. Mais je crois qu'on a un petit quelque chose à montrer là. Et voilà, exactement. On a un film à vous projeter très rapide pour illustrer la conception d'un emballage intelligent. Bienvenue dans le monde de demain. Un monde connecté. Un monde où l'électronique imprimée s'est démocratisée. Un monde où le papier est devenu une arme anti-contrefaçon. Revenons en arrière. Avant, des millions de produits contrefaits circulaient. Les emballages étaient parfaitement imités. Et tout le monde se faisait avoir. Pour lutter, des pros du papier ont décidé de créer des emballages sécurisés. Ces chercheurs ont imaginé des étiquettes interactives intégrées aux emballages. Des dispositifs qui s'activent avec le smartphone, un outil que tout le monde possède. Excellente idée! Mais comment réaliser une étiquette interactive avec du papier? Ils ont eu l'idée de réaliser l'électronique en imprimant les composants sur le papier, à gros volume et grande échelle, et le tout est en plus parfaitement recyclable. De leur côté, les contrefacteurs essaient toujours de reproduire ces emballages électroniques. En vain. La filière papier-carton invente le monde de demain. Voilà pour l'emballage intelligent, effectivement, en carton. Que fait-on pour le consommateur, Julien Zé ? Alors, encore une fois, les innovations, elles sont multiples dans ces domaines. Les fonctions essentielles de l'emballage, que ce sont la protection notamment du produit, conserver sa qualité, tous ces aspects. On travaille aussi en termes d'innovation pour les améliorer, pour inclure une expérience client aussi nouvelle. Donc on pourrait parler notamment de la protection avec cet exemple d'emballage pharmaceutique qui vient de passer, qui se referme automatiquement et qui permet de conserver les qualités du médicament qui est à l'intérieur, notamment pour, je pense aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, ça évite un geste supplémentaire. Bien en sûr. termes de sécurité, on gagne un élément. Deuxième exemple, pêle-mêle, c'est l'exemple des étiquettes intelligentes avec une encre fonctionnelle qui va changer de couleur suivant l'état de fraîcheur du produit. Donc là, l'exemple du pack de lait.
Ensuite, on peut parler d'échange avec le consommateur. Tout à fait. On est dans une véritable expérience client et dans un service produit global avec de l'information déportée sur un support numérique. Donc ça peut être une application téléphonique, un site web. Ça, c'est l'emballage connecté. Ça, c'est l'emballage connecté. Et puis après, on a l'emballage personnalisé. Et on a l'emballage personnalisé. Alors là, on est véritablement dans ce qu'on appelle l'expérience client, une expérience immersive, où pour un événement particulier, finalement, l'emballage va s'adapter aux besoins de l'individu en tant que tel, en proposant différents visuels ou des emballages avec nominatifs. Voilà, on peut imaginer des tas et des tas de solutions. Alors, il nous reste très peu de temps pour conclure, mais c'est important d'en parler, c'est de l'économie circulaire, parce qu'on innove, mais on est responsable. Tout à fait. Alors, quelles que soient les innovations qu'on vous a montrées, les emballages connectés, tout est réfléchi dans une logique d'économie circulaire et tout est intégré dans la boucle matière et n'interfère pas dans cette boucle matière et dans le process de recyclage. Donc, dès la phase de conception, on est dans cette logique de limiter l'utilisation, que ce soit d'encre, de matières premières, de colle. Ces solutions intelligentes sont intégrées effectivement dans cette conception. Donc, c'est vraiment tout un système de bonnes pratiques de la part de la profession. Et au-delà de ces bonnes pratiques, il y a des accompagnements de la filière via un organisme qui s'appelle le CEREC, qui fournit des avis, alors plus de 70 en 2015 de mémoire, des avis sur la recyclabilité des emballages papier-carton et des bonnes pratiques à diffuser à l'ensemble de la profession. Voilà, donc, pour finir, au-delà de ces aspects, on a aussi des activités de recherche et développement. Voilà, ça c'est important, parce que cette fameuse chromatogénie, il faut en dire un mot. Tout à fait, qui a été développée par le Centre technique du papier et qui permet de fournir de nouvelles propriétés à la fibre. Donc la fibre va devenir résistante à l'eau. Donc on peut imaginer de nouvelles applications. On imagine une sorte de Gore-Tex, mais en papier-carton. Oui, tout à fait. Ça. Donc ce sera un emballage monomatériau parfaitement recyclable. Ça ouvre de belles perspectives. Pour les bouteilles en particulier, penser aux bouteilles. C'est vraiment une idée fabuleuse qu'il faut continuer à creuser, effectivement. Pour conclure, Bertrand Arnault, les défis auxquels doit faire face votre filière, et en 20 secondes. Très très rapidement, il y a déjà, je dirais, les défis un peu traditionnels, il y en a deux, c'est suivre les évolutions logistiques et nous adapter aux Alors ça, on a compris, vous savez le faire. Ça, on sait le faire. Il y a continuer aussi à s'adapter aux produits emballés, mais je dirais surtout le grand défi maintenant, c'est le déploiement du numérique à tous les niveaux, que ce soit dans l'accompagnement de nos clients dans la conception des produits, que ce soit dans nos ateliers pour mieux automatiser et mieux garantir le zéro défaut à nos clients. Et puis aussi dans l'ensemble des emballages, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'emballage intelligent, pour apporter de nouveaux services. Et je dirais pour cela, on a quand même au niveau de notre profession, on peut s'appuyer sur un nombre de 5 laboratoires de recherche privés qui alimentent un petit peu cette innovation. On a le centre technique du papier à Grenoble, avec tout son environnement universitaire qui, je dirais, est très riche en innovation. Voilà les défis de notre profession maintenant, c'est de bien mettre et de bien savoir exploiter tout ça. Et puis petit à petit de continuer dans une évolution que la profession a déjà prise, c'est-à-dire de quitter le rôle de simple fabricant d'emballage pour être apport de service à nos clients, pour leur permettre d'augmenter leurs ventes. Et apport d'idées nouvelles, effectivement. Voilà. La filière papier-carton a de l'avenir, et si vous deviez retenir un mot, chromatogénie, allez donc voir sur Internet. Alors, juste si vous permettez... Très vite, on a terminé. Si les personnes sont intéressées à mieux connaître notre profession, vous avez le rapport annuel 2015 qui est à votre disposition. Donc ici sur nos gradins. Merci à vous, messieurs. Les surprises et l'information continuent sur notre plateau avec, dans 5 minutes, la Minute Tendance présentée par mon confrère Jérémy Angelier, qui accueille l'un des lauréats des Pack Expert Innovation Awards, la société CGL Pack et sa barquette Monomatériaux. Et puis à 17h35, nous reparlerons de la filière carton, mais en Espagne, un pays européen qui a repris toute sa vitalité après quelques années difficiles. C'est une bonne nouvelle. À tout de suite.